Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker. On se retrouve pour l'épisode 16 de Parlons Constitution. On continue à parler de la garantie des droits, et on va se poser une question aujourd'hui. Y a-t-il des droits naturels supra-constitutionnels ? Alors bien sûr, pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir ce qu'est le droit naturel. Alors, j'ai ressorti le vocabulaire juridique, le dictionnaire juridique que j'ai l'habitude d'utiliser, la source est marquée juste en haut, et j'ai pris quelques définitions pour bien expliquer ce que c'est. Alors, les droits naturels. Dans la théorie classique, ce sont des droits innés et inaliénables que chaque individu possède par naissance et nature, sans avoir besoin de les tenir d'un acte ni pouvoir les aliéner, et dont les gouvernements sont tenus d'assurer leur respect. Autre définition, parce que ces définitions, ici, parlent des droits de l'homme, des droits que chaque individu possède par naissance et nature. Donc ici, c'est un synonyme de droit naturel de l'homme. Alors que le terme de naturel est plus large, et dans ce dictionnaire, dans ce vocabulaire juridique, on retrouve une définition de droit naturel plus large. Règles considérées comme conformes à la nature de l'homme ou des choses, et à ce titre reconnues comme droit idéal. Alors, prenons un exemple. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Zoomons un peu. Ici, on retrouve dans les déclarations de la Déclaration de 1789, la plus connue de toutes les déclarations des droits, c'est bien marqué, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. On retrouve ces droits naturels, qui sont innés, c'est-à-dire que par nature, par naissance, tous les êtres humains posséderaient ces droits naturels. Ils sont inaliénables, donc on ne peut pas les céder de quelque manière que ce soit, soit par le legs, soit par le don ou par la vente, ou c'est attaché à l'individu et ça ne peut pas quitter l'individu, l'individu ne peut pas s'en séparer et personne ne peut lui prendre. Et les gouvernements sont tenus d'assurer le respect de ces droits-là. Alors, on retrouve également dans l'article 2 cette notion de droit naturel. L'article 2 toujours, j'ai refait un zoom sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles. Imprescriptible, ça veut dire qu'ils ne souffrent pas de la prescription, ils ne disparaissent pas avec le temps, ils sont là pour l'éternité. Droit naturel et imprescriptible de l'homme, ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression, d'après cette déclaration des droits. Alors il ne faut pas confondre droit naturel et droit de l'homme, même si les deux notions sont très proches. Bien sûr, j'ai donné dans l'épisode précédent des définitions de droit de l'homme, pas de droit naturel parce que c'était le sujet de cet épisode, mais de liberté et droits fondamentaux, de liberté publique, et j'ai bien expliqué que les définitions ne font pas consensus, qu'il n'y a pas de définition claire. Alors, la notion de droit naturel est en fait plus large que la notion de droit de l'homme. Car le droit naturel, ça comprend toutes les règles considérées comme conformes à la nature, que ce soit la nature de l'homme ou des choses, de l'environnement, des relations entre les hommes. Le droit naturel, c'est vraiment quelque chose de plus grand, de plus large que les droits de l'homme. Le droit naturel est à distinguer de ce qu'on appelle le droit positif. Le droit positif, c'est l'ensemble des règles de droit en vigueur dans un pays donné à un moment donné. Alors, maintenant, pour continuer sur l'idée de droit naturel, on remarque que dans la définition de droit naturel et dans la manière de penser le droit naturel, cette notion, il y a de l'innéisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait des droits qui viennent de l'inné, qui viennent de la naissance, de la nature de l'être humain. Et donc le droit naturel, c'est en fait la raison qui est en quête de soi, en quête de connaître l'être humain, ce qu'il est. Il y a la croyance ou la connaissance, tout dépend si on pense que le droit naturel est une connaissance ou si c'est simplement une croyance, que le bonheur de chaque être humain suppose le respect de certaines règles inhérentes à la nature humaine et indépendantes des conditions socioculturelles et environnementales. C'est ce que je viens de dire, c'est l'innéisme qu'on retrouve dans le droit naturel. Et donc ça suppose quoi? La recherche par l'observation de la nature, l'expérience et la raison. La recherche de ce qu'est l'être humain
des droits naturels de l'homme. Même si, évidemment, la nature humaine n'implique pas, dans son intégralité, l'existence de droits naturels. Comprenez-le bien, je ne dis pas droit naturel est synonyme de nature humaine. On pourrait dire d'une certaine manière que les droits naturels découlent de la nature humaine, de ce qu'est la nature humaine. Sauf qu'on découvre de plus en plus de droits naturels, et ils sont parfois en contradiction, en conflit, lorsqu'on doit les respecter dans le droit positif. A-t-on réellement trouvé l'essence de l'homme, de l'être humain? Nous sommes-nous trompés? Et en effet, historiquement, il y a eu beaucoup de déclarations des droits. Toutes ne se revendiquent pas du droit naturel, et pourtant, toutes parlent de droit de l'homme, et sont sous la même forme. Alors, dans l'ordre chronologique, là, il y a d'abord la Déclaration des droits de Virginie, on trouve également la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, celle peu de temps après, en 1793, j'ai pas cité toutes, c'est pas exhaustif, c'est pas une liste exhaustive de l'ensemble des déclarations des droits, il y en a beaucoup trop, seulement quelques-unes très célèbres que je vous montre. Et une autre qui est moins célèbre mais qui est quand même assez particulière, c'est celle de Lénine en 1918, la déclaration des droits du peuple travailleur et exploité. C'est une déclaration des droits qui est socialiste, communiste même, qui s'inspire dans la forme des autres déclarations des droits, même si Karl Marx avait critiqué la notion de droit naturel. On retrouve ensuite, en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et peu de temps après, la Convention européenne des droits de l'homme. Et au cours de ces différentes déclarations des droits, il y a eu des changements, des droits qui ont été rajoutés, d'autres qui ont été supprimés. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est marqué que les droits naturels sont la liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression, mais il n'y a pas l'égalité, même s'il y a l'égalité en droit de tous les hommes. Alors que c'est marqué dans celle de 1793, donc 4 ans à peine après, que l'égalité est un des droits naturels de l'homme. Elle met un peu plus l'accent sur l'égalité. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout comme la Convention européenne des droits de l'homme, donne des droits sociaux à l'être humain, comme un droit à l'éducation, ou un droit à la santé. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est existe-t-il vraiment ce droit naturel? Mais s'il y avait un droit naturel, on le respecterait par défaut, non? On n'aurait pas besoin de créer une déclaration des droits naturels, de les reconnaître pour qu'ils soient appliqués. Alors cette question, ou plutôt cette affirmation, est un peu bancale, parce qu'en réalité il y a confusion ici entre droit naturel et loi naturelle. Le droit naturel ne prétend pas être une loi naturelle. Il découle par nécessité de la nature humaine, mais ce n'est pas une loi qui régit l'organisation de la société, l'organisation de toutes les sociétés humaines et des actions des êtres humains. C'est un droit que tout le monde acquiert du fait de la nature de l'être humain. Et donc, si les droits naturels reconnus sont différents et parfois contradictoires dans leur application, selon les époques, les endroits, les personnes ou institutions qui les découvrent entre guillemets du coup, comment savoir lesquels sont les bons? Quels droits naturels sont les bons? Existe-t-il seulement? Alors on ne peut réfuter rationnellement absolument et pour toujours l'existence de quoi que ce soit, comme les droits naturels, car seule l'absence de preuves prouvant son existence ou l'inadéquation de cette chose avec le reste du réel, c'est-à-dire le fait que ça ne correspond pas à ce qu'on a vu, ça ne rentre pas dans le schéma de ce qu'on sait qui existe, et donc on imagine que ça ne peut pas exister car ça semble trop différent, trop contradictoire avec le réel. Seule l'absence de preuves prouvant son existence ou cette inadéquation de cette chose avec le reste du réel peut être un argument. Mais cette situation peut changer, bien sûr, par exemple lorsqu'il y a une preuve, tout simplement, de l'existence de cette chose. Donc, cependant, même si on ne sait pas si le droit naturel existe, on peut toujours chercher des preuves de l'existence d'un tel droit. Et comment? Par la méthode scientifique ou la philosophie, tout en restant humble bien sûr, car le débat reste toujours ouvert, même sur la question des droits naturels, sur la question de la nature humaine, car on peut toujours faire des découvertes, on peut toujours s'être trompé, l'être humain est faillible, il faut s'en souvenir, et surtout les découvertes scientifiques peuvent remettre en cause
les découvertes précédentes ou les expériences qu'on a tirées des observations précédentes, et la philosophie, les arguments de la philosophie sont également potentiellement remis en cause, peuvent être remis en cause. Car la philosophie, la pensée avance, on trouve de nouveaux arguments, on répond, il y a des contre-arguments, etc. En philosophie, il y a rarement de consensus absolu sur une chose. Mais tant qu'on n'a pas de preuves solides pouvant faire consensus sur l'existence d'un droit naturel, je parle d'un droit naturel, pas du droit naturel, par exemple le fait que la propriété soit un droit naturel, ou tout autre droit naturel, tant qu'on n'a pas de preuves solides pouvant faire consensus sur le fait que ça découle nécessairement de la nature humaine et que c'est bien la nature humaine qui est telle qu'elle est, j'entends par là que il faut d'abord trouver la nature humaine en question, et ensuite prouver que que découle bien un tel droit. Ça suppose de se mettre d'accord sur la nature humaine et sur la logique qui permet de déduire que découlerait un droit naturel de cette nature. Et aussi quel droit naturel, et comment le formuler. Donc, il faut rejeter la notion de droit naturel, pour l'instant. Ce qui n'empêche pas, comme je l'ai dit, de toujours rechercher, de se poser des questions, évidemment. Ce n'est pas un rejet absolu. Mais alors, quelle place dans la hiérarchie des normes pour les droits fondamentaux? Et surtout, pourquoi garder des droits fondamentaux si on rejette le droit naturel? La question est tout à fait pertinente. Pourquoi garder des droits fondamentaux si on rejette le droit naturel? Il reste plus que du droit positif, donc qui a valeur infraconstitutionnelle. Il reste plus que la loi. Et la Constitution pour régir simplement l'organisation des institutions, l'organisation des pouvoirs dans le pays. Il ne reste donc plus qu'une constitution politique. Je vous renvoie à l'épisode précédent là-dessus. Mais dans l'épisode précédent, également dans l'épisode 15 du coup, j'ai donné quelques arguments en faveur de la garantie des droits fondamentaux, et ça indépendamment de la notion de droit naturel. Pourquoi garantir des droits fondamentaux? C'est un rappel en fait, pour garantir une protection pour chacun, la protection de chacun contre les dérives et abus du pouvoir en place, le gouvernement, le législateur ou toute autre institution, ou même pour se protéger contre les dérives et abus d'une majorité, et limiter ainsi les pouvoirs du gouvernement, du législateur, des autres institutions, et également du peuple qui pourrait, par exemple, avec un référendum, opprimer une minorité. Également, les droits fondamentaux, ce ne sont pas les droits naturels, ce n'est pas le droit naturel, et donc, rejeter les droits naturels, ce n'est pas nécessairement rejeter les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux peuvent ne pas être immuables et universels, comme le droit naturel, qui se prétend être universel, imprescriptible, inaliénable. Mais, au contraire, les droits fondamentaux sont, eux, très politiques, ils sont débattus, débattables, et il faut en débattre. Et donc, en plus de garantir une protection pour chacun contre les dérives et abus du pouvoir, et de toute autre institution, c'est également des droits fondamentaux qui sont là pour garantir les fondamentaux d'une société. Garantir, parfois, aussi donner quelques simples objectifs politiques, ce qu'on avait évoqué également dans l'épisode précédent. Et j'avais mis en garde sur le risque de nomocratie constitutionnelle. Nomocratie, j'avais donné une définition de ce terme, de ce système politique, même de ce régime politique, dans l'épisode 10 sur quel type de régime, un épisode très long où j'ai donné énormément de définitions sur les régimes et systèmes politiques. Donc le démocratie constitutionnelle, c'est en fait la loi, la constitution qui serait en fait une loi, presque un texte sacré qui s'impose et dont on peut pas revenir dessus. Et il y a également le risque de constituant législateur. Le fait que le constituant légifère, en réalité, à travers de la Constitution, ce qui réduit énormément le pouvoir du législateur, voire le rend nul, ce qui fait que le pouvoir constituant doit se réunir très souvent pour faire la loi, en fait. Et donc, répondons maintenant à la question de cette partie, quelle place dans la hiérarchie des normes pour les droits fondamentaux? Alors, les droits fondamentaux sont constitutionnels, mais ne sont pas supra-constitutionnels, contrairement au droit naturel qui est supposément universel, et donc supra-constitutionnel. Reprenons, faisons un petit rappel, avec la hiérarchie des normes, dans l'ordre juridique interne, c'est un rappel de l'épisode 14 sur la hiérarchie des normes. Au sommet, on a le bloc de constitutionnalité, en dessous, le bloc de conventionnalité, les traités, accords internationaux, en dessous, le bloc de légalité, la loi, et en dessous, les actes administratifs, les décrets, les arrêtés, les circulaires, etc. Les libertés et droits fondamentaux se trouvent au niveau du bloc de constitutionnalité, ils sont dedans, mais ils ne sont pas au-dessus de la Constitution, ils sont dans la Constitution, ils font partie de la Constitution. Sauf que,
n'existe-t-il pas des droits et libertés fondamentaux ailleurs, au niveau du bloc de constitutionnalité, du bloc de légalité ou des actes administratifs? Actuellement, certaines libertés, certains droits fondamentaux, sont en fait inscrits à des niveaux différents du niveau constitutionnel. On retrouve notamment des accords internationaux et des déclarations des droits internationaux, qui se retrouvent du coup non pas au niveau du bloc de constitutionnalité, mais au niveau du bloc de conventionnalité. Est-ce qu'on peut parler alors de liberté et droits fondamentaux? La question se pose un peu. Ou est-ce qu'on peut parler de hiérarchie des libertés et droits fondamentaux? C'est un peu problématique, notamment sur la notion de fondamental. Et ça sont des questions de droit qui sont très intéressantes, mais qu'on n'abordera pas au cours de cette série. Alors, passons maintenant à la conclusion. On revient rapidement sur ce qu'on a vu au cours de l'épisode. On a vu ce qu'était le droit naturel avec l'idée d'innéisme, de recherche de soi, de ce qu'est la nature humaine, et du droit qui en découlerait pour les individus. Sauf qu'on découvre de plus en plus de droits naturels, et donc on peut se poser la question, existe-t-il ces droits naturels? Le droit naturel existe-t-il réellement? Et tant qu'il n'y a pas de preuves solides, il faut rejeter le droit naturel. Mais par contre, il faut garder les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux qui sont politiques et donc débattus, ne sont pas immuables et universels. Ils appartiennent à une société, ils sont au sein d'une société qui les déclare fondamentaux, mais qui peut toujours en débattre et revenir dessus, bien sûr. Et pourquoi garder les droits fondamentaux? Pour garantir une protection à chacun, et pour garantir les fondamentaux de la société, voire donner des objectifs politiques fondamentaux. Objectifs politiques qui sont évidemment très généraux, et dont l'interprétation et l'application peuvent varier énormément. Sinon il y a le risque de constituer le législateur ou de démocratie constitutionnelle. Donc les droits fondamentaux sont constitutionnels et pas supraconstitutionnels, contrairement au droit naturel, mais on doit rejeter le droit naturel tant qu'il n'y a pas de preuves solides pour un quelconque droit naturel. Mais alors, pour reprendre la question, y a-t-il un droit naturel supraconstitutionnel? Eh bien peut-être. Mais tant que nous n'avons pas de preuves scientifiques ou d'arguments philosophiques solides pour tel droit naturel, permettant d'avoir un consensus, on ne peut pas dire qu'un droit naturel, serait un droit naturel. Et donc on reste avec les droits fondamentaux, et la question qu'il se pose alors à nous, c'est quel droit fondamental choisir? Et comment décider ce qui est un droit fondamental, ce qui doit avoir valeur de droit fondamental, ce qui doit faire partie de la constitution sociale? Et ça, ce sera l'objet de l'épisode 17, l'épisode prochain. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode. C'était Healthcare et à bientôt!